Le réveil de Camille Moreau sonnait tous les jours à 6h30 du matin. À 19 ans, elle connaissait déjà le poids d'une routine disciplinée. Dans leur petit appartement du quartier de la Guillotière, à Lyon, chaque geste faisait partie d'un rituel silencieux. Préparer le café, ranger les couverts, vérifier que les comptes du mois étaient à jour. Son père, Luc, travaillait depuis plus de 15 ans comme chauffeur particulier d'un riche entrepreneur lyonnais. C'était lui qui payait les factures, remplissait le frigo, réparait les fuites du lavabo. Camille, elle, s'occupait du reste. Pendant que son père passait ses journées à conduire des clients fortunés, elle tentait de jongler entre ses études en urbanisme et ses obligations à la maison. Ce n'était pas une vie facile, mais c'était la leur, et Camille l'acceptait sans amertume. Elle n'avait jamais demandé plus que cela. Un toit, un père bienveillant, et l'espoir ténu de pouvoir un jour bâtir quelque chose de meilleur. Leur complicité était simple et profonde. Chaque soir, Luc rentrait épuisé, mais il trouvait toujours la force d'échanger quelques mots avec sa fille autour du dîner. Il lui racontait les absurdités du monde des riches, les caprices des clients, les montres hors de prix, les trajets extravagants. Camille écoutait, souriait, et notait dans un coin de son esprit les contradictions de ce monde qui n'était pas le sien. Mais tout changea un jeudi matin, quand Luc, en redescendant précipitamment les escaliers de l'immeuble, glissa sur une marche mal fixée. Le bruit de la chute résonna jusque dans l'appartement. Camille, affolée, se précipita. Son père était conscient, mais incapable de bouger la jambe droite. Aux urgences, le diagnostic fut sans appel. Fracture du fémur. Immobilisation totale pendant plusieurs semaines, peut-être des mois. Le retour à la maison fut lourd de silence. Luc, allongé dans le petit canapé du salon, ne disait mot. Il regardait le plafond, le visage fermé. Camille, elle, rangeait, nettoyait, préparait les médicaments, tentant de masquer son inquiétude derrière des gestes méthodiques. Mais une vérité s'imposait, brutale. Sans son travail, il n'y aurait pas de revenus. Les économies ne tiendraient en pas plus d'un mois. Et il n'était pas question pour Luc de reprendre le volant de sitôt. Ce soir-là, Camille ne dormit pas. Elle tourna dans son lit, les yeux ouverts sur l'obscurité. Elle pensait à loyer, factures, nourriture, médicaments. Elle pensa à son avenir aussi, à ses études, à ce rêve fragile qu'elle sentait lui échapper. Puis une idée, absurde d'abord, finit par s'imposer. Pourquoi pas elle? Elle connaissait les trajets de son père, avait souvent observé comment il se préparait, ce qu'il disait aux clients. Elle savait conduire, et même très bien. Avec un peu de discrétion et une bonne dose de courage, peut-être qu'elle pouvait le remplacer. Juste pour quelques jours, juste jusqu'à ce qu'il trouve une autre solution. Au matin, elle se leva plus tôt que d'habitude. Dans le silence de la salle de bain, elle attacha ses cheveux en chignon, enfila l'uniforme noir impeccablement repassé de son père et s'observa longuement dans le miroir. Elle n'avait pas l'air d'un chauffeur, mais elle allait le devenir, par nécessité, par amour. Lorsqu'elle annonça son idée à Luc, il s'y opposa violemment. C'était hors de question. Ce n'était pas un travail pour elle. Et si quelqu'un découvrait la supercherie? Et si un accident survenait? Mais Camille ne céda pas. Elle argumenta, le rassura, lui rappela qu'il n'y avait pas d'autre choix. Finalement, Luc, épuisé et sans solution, se tut. Il regarda sa fille, puis ferma les yeux. Il n'approuva pas, mais il n'interdit pas non plus. Le lendemain, avant 7 heures du matin, Camille prit les clés de la voiture et descendit dans le garage souterrain. Le véhicule noir luisait sous la lumière artificielle. Elle inspira profondément, s'installa derrière le volant et démarra le moteur. Ses mains tremblaient, mais son regard restait fixé sur la route. Elle avait un trajet à faire, jusqu'à la grande demeure de la famille Delacroix, dans le quartier le plus riche de Lyon. Elle n'était plus Camille Moreau, l'étudiante modeste. Pour quelques heures, elle allait devenir chauffeur de maître, et rien à ce moment-là ne la préparait à ce qui l'attendait à l'ouverture de cette première portière. Le matin était gris, chargé d'une brume épaisse qui recouvrait les rues de Lyon comme une couverture silencieuse. Camille avait dormi à peine 2 heures, le cœur serré, les pensées enchevêtrées comme des fils électriques. Elle revérifia le trajet sur son téléphone, s'assura d'avoir les documents dans la boîte à gants et ajusta le col rigide de la veste noire de son père. L'uniforme était un peu large pour elle, mais elle avait pris soin de le repasser parfaitement. Elle avait remonté ses cheveux de manière stricte et posé une paire de lunettes discrètes, espérant ajouter un peu de maturité à son visage trop jeune pour la fonction.
Le quartier des Delacroix se trouvait à une quinzaine de kilomètres du leur, dans une colline verdoyante où chaque propriété était protégée par de hauts murs et des portails automatiques. La voiture roulait sans à-coups, glissant sur l'asphalte humide, alors que Camille tentait de réguler sa respiration. Le GPS indiquait qu'elle arrivait dans moins de 5 minutes. Elle se remémorait les consignes de Luc. Toujours arriver 10 minutes en avance, ne jamais engager la conversation en premier, garder les mains visibles sur le volant, et ne jamais poser de questions personnelles. Elle se gara exactement à l'endroit prévu devant la grille majestueuse de la demeure Delacroix. Une voix métallique, sortie de l'interphone, confirma son autorisation d'entrée. La grille coulissa lentement, révélant une allée sinueuse bordée de cyprès taillés à la perfection. La maison, immense, aux lignes modernes et austères, semblait posée là comme un manifeste de puissance. Camille descendit de la voiture, vérifia une dernière fois l'état des sièges, l'horloge, le miroir central. Elle tenta de calmer le tremblement dans ses doigts. Puis, elle attendit, droite, silencieuse. La porte principale s'ouvrit. 2 personnes sortirent. Un homme en costume sombre et une femme au tailleur impeccable. Ils échangèrent quelques mots à voix basse avant de se diriger vers la voiture. Camille ouvrit la portière arrière, se contentant d'un hochement de tête respectueux. L'homme monta sans même la regarder, absorbé dans un appel téléphonique. La femme entra de l'autre côté. Aucun des deux ne sembla remarquer que le chauffeur n'était pas celui habituel. Camille lança le moteur et quitta l'allée en douceur. Le trajet jusqu'au centre-ville se déroula sans incident. Elle évita les zones de circulation dense, respecta scrupuleusement les limitations de vitesse et s'efforça de garder une expression neutre. Après avoir déposé les 2 passagers à l'entrée d'un grand hôtel, elle se gara un peu plus loin comme son père le faisait. Elle attendit patiemment l'heure du retour, relisant discrètement quelques notes de cours pendant la pause. La journée se poursuivit dans une routine tendue, mais maîtrisable. Jusqu'au moment où, en début d'après-midi, elle reçut un message sur le téléphone professionnel de Luc. Préparez la voiture pour le départ du patron à 15 heures précises. Itinéraire, rendez-vous au siège de Delacroix Architecture. Le patron, Adrien Delacroix lui-même. Camille sentit un frisson dans sa colonne vertébrale. Son père n'avait jamais transporté Adrien en personne, sauf dans de rares occasions, et toujours accompagné d'autres chauffeurs. Il était rare qu'il se déplace seul, et encore plus qu'il monte dans une voiture sans son propre chauffeur attitré. Camille remit en ordre l'intérieur du véhicule, rangea soigneusement les documents sur le siège passager et s'assura que tout était impeccable. Elle gara la voiture devant l'entrée principale du bâtiment, situé au cœur du 6e arrondissement, à proximité du parc de la Tête d'Or. Le bâtiment était aussi impressionnant que la villa familiale, fait de verre et d'acier, avec une réception majestueuse. À 15 heures précises, la porte s'ouvrit. Elle le vit alors. Adrien Delacroix descendit les marches avec une aisance naturelle, vêtu d'un costume sombre taillé sur mesure. Il parlait à une assistante qu'il congédia d'un simple geste de la main avant de se diriger vers la voiture. Camille descendit rapidement pour lui ouvrir la portière. Le moment où leurs regards se croisèrent fut bref mais suffisant pour troubler l'équilibre qu'elle avait réussi à maintenir jusque-là. Il la dévisagea un instant, non pas avec suspicion, mais avec une légère surprise, comme s'il remarquait un détail inhabituel. « Nouveau chauffeur » demanda-t-il en s'installant. La voix était calme, posée, presque distante. Camille se contenta de répondre « En remplacement temporaire, monsieur ». Il ne répondit pas, s'installa confortablement et sortit son téléphone. Camille referma la portière, inspira profondément et reprit sa place derrière le volant. Le trajet vers la prochaine destination se fit dans un silence tendu. À travers le rétroviseur, elle l'observait par moments. Il ne semblait pas nerveux ni contrarié, juste, attentif. À quoi? Elle ne saurait le dire. Lorsqu'ils arrivèrent devant un restaurant discret mais élégant, Adrien descendit sans un mot. Mais au moment où elle s'apprêtait à refermer la portière derrière lui, il se retourna légèrement. « Vous n'avez pas l'accent habituel des chauffeurs de l'agence. Vous êtes de Lyon ?» Elle hésita une seconde. « Oui, monsieur. » Il hocha la tête, la regarda un instant de plus, puis s'éloigna, laissant Camille avec le souffle court et les mains moites sur le volant. Elle ne comprenait pas pourquoi ce simple échange l'avait autant troublée. Peut-être parce qu'il avait vraiment regardé. Pas le chauffeur, pas l'uniforme, mais elle. Quelques heures plus tard, elle le reconduisit à la villa. Il ne parla presque pas,
mais à 2 reprises, il tourna la tête vers elle, comme s'il cherchait à lire ce que son silence taisait. De retour chez elle, Camille retrouva son père endormi devant la télévision. Elle ne dit rien. Elle se contenta de s'asseoir dans la cuisine, en silence, et de fixer ses mains encore tremblantes. Ce qu'elle avait fait ce jour-là dépassait tout ce qu'elle s'était cru capable d'entreprendre, mais elle savait que ce n'était que le début, parce que désormais, Adrien Delacroix l'avait remarqué, et rien dans son regard n'avait laissé penser qu'il allait l'oublier. Le lendemain matin, Camille était de nouveau à l'intérieur de la voiture noire, stationnée devant la grille de la résidence Delacroix. Son uniforme avait été soigneusement préparé, identique à la veille, mais quelque chose en elle avait changé. Elle avait franchi une ligne. L'inconnu n'était plus une peur, c'était devenu une tension permanente qui prenait la forme d'un questionnement intérieur. Combien de temps tiendrait-elle cette imposture? Et surtout, que voulait dire ce regard d'Adrien Delacroix, figé sur elle un peu trop longtemps? À 8 heures précises, un majordome sortit de la maison principale et lui transmit un message bref. « Monsieur Delacroix souhaite que vous soyez disponible toute la journée. Il a plusieurs déplacements imprévus. » Camille hocha la tête sans répondre, monta dans le véhicule et ajusta les rétroviseurs. À 8h15, la porte d'entrée s'ouvrit. Adrien apparut seul, sans attaché-case, sans téléphone à l'oreille, les mains dans les poches de son manteau long. Il descendit lentement les marches, fixant la voiture comme s'il lisait à travers le pare-brise. Camille sortit immédiatement pour ouvrir la portière arrière. Cette fois, il la regarda longuement, d'un regard qui n'était ni agressif ni condescendant. C'était un regard interrogatif, presque clinique, comme s'il cherchait à analyser chaque trait de son visage. Elle soutint son regard sans broncher, les yeux neutres, la posture droite. Il s'installa à l'arrière, et ils prirent la route sans qu'un mot ne soit échangé. Le trajet les conduisit d'abord au siège de Delacroix Architecture. Camille se gara à l'endroit exact désigné par les instructions reçues. Adrien sortit du véhicule, mais avant de refermer la portière, il s'arrêta, se pencha légèrement vers elle et dit « Dites-moi, comment vous appelez-vous » Camille sentit sa gorge se nouer. Elle ne pouvait pas mentir sur ce point, pas directement. Elle répondit, les yeux fixés sur la route devant elle, « Camille, monsieur. » Il la regarda encore une fois, cette fois avec un sourire discret, presque imperceptible. « Camille, d'accord. À tout à l'heure. » Il disparut dans le bâtiment sans rien ajouter. Elle resta seule, assise dans le silence de l'habitacle, le souffle coupé. Ce simple échange de mots suffisait à lui faire perdre l'équilibre intérieur qu'elle avait mis tant d'efforts à construire. 1 heure plus tard, Adrien revint, accompagné cette fois de 2 collaborateurs. Durant le trajet vers leur 2e destination, il ne parla pas, mais il continuait à observer Camille de temps à autre, à travers le miroir central ou de biais. Ce n'était pas une simple curiosité. C'était une concentration silencieuse, une tentative de déchiffrer quelque chose qui lui échappait. Au 3e arrêt de la journée, Adrien descendit seul et lui demanda d'attendre à l'intérieur du véhicule. Pendant cette longue attente, Camille sentit son téléphone vibrer. C'était un message de Luc. « Tout va bien? Tu tiens le coup ?» Elle répondit simplement « Oui, je fais ce qu'il faut. » Elle rangea le téléphone sans ajouter un mot de plus. Elle ne pouvait pas dire toute la vérité à son père, pas encore. Elle devait d'abord comprendre ce que voulait dire ce regard qu'elle portait encore en mémoire. Plus tard dans la journée, après plusieurs trajets et arrêts imprévus, Adrien lui demanda de le conduire à un chantier à la périphérie de Lyon. Ce n'était pas un lieu habituel pour ces rendez-vous, du moins d'après ce que Camille avait entendu dans les histoires que son père racontait. À leur arrivée, elle coupa le moteur et s'apprêta à attendre comme toujours, mais Adrien ouvrit la portière et lui dit « Vous pouvez sortir quelques minutes? Il y a quelque chose que je veux vous montrer. » Camille hésita. Elle n'avait pas prévu d'interagir au-delà de son rôle, mais refuser aurait paru étrange, presque impoli. Elle sortit donc, l'air calme malgré l'alerte intérieure qui résonnait en elle. Adrien la mena vers une zone à moitié construite, où des ouvriers travaillaient sous la supervision d'un ingénieur. Il lui montra les plans sur une tablette, puis observa ses réactions. « Vous connaissez quelque chose à l'urbanisme, Camille ?» demanda-t-il soudainement. Elle le regarda, interloquée. Elle se demanda un instant s'il savait déjà. Puis elle répondit prudemment. « Un peu, monsieur. J'ai lu quelques livres. » Il acquiesça lentement. « Ça se voit. Vous observez les structures, pas seulement les formes. La plupart des gens se contentent de voir si c'est beau. Vous regardez si c'est viable. »
Camille ne répondit pas. Elle ne voulait pas entrer dans un terrain glissant. Elle resta droite, les mains croisées derrière le dos. Adrien lui tendit la tablette. « Et si vous étiez à la tête d'un projet comme celui-ci, qu'est-ce que vous changeriez ?» Elle hésita encore, mais son regard dériva vers un mur porteur mal placé, puis vers un escalier qui semblait couper la lumière naturelle d'une partie du bâtiment. Elle pointa les deux éléments brièvement. « Peut-être ça, pour optimiser la lumière et réduire la consommation d'énergie. Mais ce n'est qu'un détail, bien sûr. » Adrien ne répondit pas tout de suite. Il rangea la tablette, puis déclara simplement « Merci ». Ils retournèrent à la voiture sans un mot de plus. Sur le chemin du retour, Camille sentit que le regard dans le miroir s'intensifiait. Il ne la fixait pas de manière intrusive, mais avec une attention sincère. Ce n'était plus une simple curiosité, c'était un intérêt, une tentative de compréhension. En fin de journée, elle le reconduisit à la résidence familiale. Il descendit, mais cette fois, avant de refermer la portière, il dit « Vous serez là demain ?» Camille hocha la tête. « Oui, monsieur. »« Bien. » Puis il disparut derrière les grandes portes. Camille reprit le volant, le cœur battant à un rythme qu'elle ne contrôlait plus. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas non plus du désir, c'était autre chose. Le début de quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer, mais dont elle savait déjà qu'il allait bouleverser tout ce qu'elle avait connu jusqu'ici. Dès les premières heures du matin, la tension était palpable dans le silence du salon familial. Luc, toujours alité, tentait de masquer son inquiétude sous des commentaires brefs sur les émissions qu'il regardait à la télévision. Camille, elle, s'habillait mécaniquement, attachait ses cheveux, réajustait le col de la veste d'uniforme et sortait sans dire grand-chose. Ce 4e jour dans la peau d'un chauffeur de maître n'avait rien de commun avec les précédents. Adrien Delacroix lui avait parlé, l'avait regardé, lui avait posé des questions, et cela changeait toute la dynamique fragile qu'elle s'efforçait de maintenir. Le trajet matinal jusqu'à la résidence Delacroix devint un moment de préparation mentale. Camille répétait intérieurement des phrases neutres, replaçait ses mains sur le volant, corrigeait sa posture, comme si elle entrait dans un rôle dont elle ne maîtrisait que les contours. À son arrivée, un nouveau détail attira son attention. Un autre chauffeur, celui d'un des collaborateurs d'Adrien, lui lança un regard étrange, presque moqueur, avant de s'éloigner. Elle sentit son estomac se nouer. Il l'avait probablement remarqué. Ou du moins, il avait remarqué que quelque chose n'était pas à sa place. La journée commença avec une série de déplacements, tous liés à des réunions internes. Adrien ne parlait presque pas, mais ses regards étaient de plus en plus prolongés, comme s'il testait les limites de ce silence professionnel. Ce n'était pas un homme expansif ni expressif, mais il observait tout. Camille en avait conscience, ce qui la rendait plus rigide, plus concentrée, presque enfermée dans un carcan de performance. Elle ne voulait pas faillir, pas maintenant, pas alors que chaque jour représentait une nouvelle pression sur les épaules de son père blessé, une nouvelle journée sans salaire fixe. Lors d'un arrêt au siège de l'entreprise, Adrien descendit seul. Camille resta dans le véhicule, garé près d'un autre chauffeur qui fumait une cigarette en appui contre le capot de sa voiture. Il s'approcha doucement, avec un sourire à demi dessiné sur les lèvres. « Tu n'étais pas là la semaine dernière, toi, fit-il. » Camille répondit sans le regarder. « Je remplace temporairement un collègue. T'as l'air jeune pour ça. » Elle haussa les épaules, préférant ne pas répondre. Il insista. « Tu sais que t'es pas obligé de jouer à la parfaite. Ce monde-là, il tolère qu'on serve, pas qu'on brille. » Elle tourna enfin la tête vers lui, le regard fixe. « Je suis là pour faire mon travail. C'est ce qu'on dit tous, jusqu'à ce qu'il nous fasse sentir qu'on n'est que des ombres. » Il écrasa sa cigarette contre une plaque d'égout et s'éloigna. Camille resta silencieuse, les mots de l'homme résonnant dans sa tête comme une vérité brutale. Elle n'avait pas sa place ici. Tout depuis son arrivée dans cette sphère de luxe et de rigidité sociale le lui rappelait. Les regards, les silences, les détails. Elle comprenait de mieux en mieux que l'erreur n'était jamais loin, et que pour une erreur même minime, elle paierait le prix fort. Ce sentiment se confirma dans l'après-midi. En conduisant Adrien à une réunion chez un promoteur immobilier, Camille se trompa de sortie sur le périphérique. L'erreur, mineure en apparence, les fit arriver avec 8 minutes de retard. Adrien ne fit aucun commentaire à ce moment-là. Mais une fois dans le parking souterrain, un des collaborateurs déjà sur place lâcha une remarque devant elle, d'un ton sec. « Ce n'est plus le chauffeur habituel, j'imagine. »
Adrien le regarda brièvement, sans répondre, puis entra dans le bâtiment. Camille sentit ses joues chauffer. L'homme n'avait pas été agressif, juste, précis. Il avait dit tout ce qu'il fallait pour la faire se sentir illégitime. Et cela fonctionna. Elle resta dans la voiture, immobile, le regard vide. Elle ne pleura pas, mais elle sentit à cet instant combien le poids de cet univers pouvait être écrasant. Ce n'étaient pas les voitures de luxe, ni les maisons somptueuses, ni les vêtements hors de prix. C'était la manière dont les gens se parlaient, se jaugeaient, classaient les autres d'un simple regard. En fin de journée, alors qu'elle croyait pouvoir rentrer, Adrien revint vers elle, s'installa à l'arrière sans un mot, puis lui demanda de prendre une route qu'elle ne connaissait pas. Il lui donna des instructions claires, traverser la presqu'île, longer les quais, monter jusqu'à une villa privée à Caluire. En chemin, il brisa enfin le silence. « Vous avez grandi à Lyon ?»« Oui, monsieur. »« Quel quartier ?» Elle hésita, puis répondit « La Guillotière ». Il ne dit rien pendant quelques secondes. Puis, d'un ton calme, il ajouta « Ce n'est pas un quartier facile. Ce n'est pas un quartier riche. Mais ce n'est pas un quartier sans cœur non plus. » Il sembla réfléchir à cette réponse. Lorsqu'ils arrivèrent à destination, il descendit, puis lui demanda d'attendre. 35 minutes plus tard, il revint avec un dossier en main et sans même s'asseoir, il déclara « J'ai besoin d'un chauffeur pour une soirée demain. Ce n'est pas une mission classique. Ce sera tard, il y aura des invités, peut-être un peu de désordre. Ça ne vous dérange pas ?» Camille secoua la tête. « Non, monsieur. » Il la fixa de nouveau, longuement. « Bien. Demain 18h. Tenez-vous prête. » Et il s'éloigna. Camille resta là, les doigts crispés sur le volant, la respiration coupée. Malgré toutes les humiliations, les remarques, les regards en coin, il continuait de l'appeler, de lui confier des missions. Cela ne voulait pas dire qu'elle était acceptée, cela voulait seulement dire qu'elle était remarquée. Et parfois, dans un monde fermé comme celui-ci, c'était déjà beaucoup trop. Camille arriva à la résidence de la Croix quelques minutes avant 18h, comme demandé. Ce soir-là, la lumière d'hiver donnait une teinte bleutée aux murs de la ville. Elle avait pris soin d'être irréprochable. Cheveux tirés, veste parfaitement ajustée, chaussures cirées. Rien ne devait trahir sa fatigue ni ses doutes. Elle savait que cette soirée serait différente. Adrien l'avait prévenue la veille, et depuis, elle ne cessait d'imaginer des scénarios dans lesquels elle commettait une erreur irréversible. À 18h précises, Adrien sortit de la maison, vêtu d'un costume de soirée noir, cravate fine, manteau long sur l'épaule. Derrière lui, un homme plus âgé, visiblement un conseiller, le suivait en consultant des documents. Aucun mot ne fut échangé entre eux devant Camille. Adrien monta dans la voiture, s'installa à l'arrière et lui tendit un petit carnet. « Voici les adresses de la soirée. Il y aura plusieurs arrêts, des invités à déposer, et je vous demanderai de rester à proximité à tout moment. » Camille acquiesça en silence et démarra le moteur. La première destination était une villa en périphérie est de Lyon, où se tenait une réception privée pour des investisseurs étrangers. À leur arrivée, plusieurs autres véhicules de luxe étaient déjà garés. Camille ouvrit la portière à Adrien, qui descendit en adressant à peine un regard à ceux qui l'attendaient. Il semblait pressé, concentré. Elle referma la portière et se plaça dans une zone plus discrète du stationnement. Pendant plus d'une heure, elle resta là à observer les silhouettes qui allaient et venaient sous les lumières tamisées du jardin. Vers 20h45, Adrien réapparut, seul. Il avait desserré sa cravate et semblait agacé. « Nous partons. Rue de la République. » Le ton était plus sec que d'habitude. Sur le chemin, il ne dit rien. Ses doigts pianotaient nerveusement sur son genou. Camille sentait que quelque chose n'allait pas, mais elle se garda bien de poser la moindre question. Lorsqu'ils arrivèrent à destination, il prit son téléphone, hésita, puis soupira. Finalement, annulez les autres arrêts. Je n'ai pas envie de voir le reste ce soir. Camille hocha la tête. Adrien regarda par la fenêtre, puis ajouta « Conduisez-moi jusqu'à la place des terreaux. Prenez votre temps. » Le trajet dura une dizaine de minutes. Lorsqu'ils y arrivèrent, Adrien ne bougea pas tout de suite. Il observait les bâtiments illuminés autour de la place, les passants, les artistes de rue. Puis, dans un mouvement soudain, il se pencha vers l'avant. « Est-ce que vous avez dîné ?» Camille fut prise au dépourvu. Elle répondit simplement « Non, monsieur. » Il ouvrit sa portière. « Descendez. Venez avec moi. »
Camille resta figée une seconde, croyant avoir mal entendu. Adrien s'était déjà dirigé vers un restaurant discret au coin de la place, visiblement connu mais peu fréquenté à cette heure. Elle hésita encore, puis sortit de la voiture, laissant le moteur éteint, les clés en poche. Elle le suivit sans dire un mot, le cœur battant. À l'intérieur, l'ambiance était feutrée, les tables espacées, les lumières douces. Adrien demanda une table dans un coin isolé. Le serveur n'émit aucune remarque en voyant Camille, vêtue de noir comme un personnel d'hôtel, s'asseoir en face de lui. Il devait être habitué à des clients puissants qui ne respectaient pas les codes habituels. Le silence s'installa d'abord, puis Adrien commanda 2 plats simples, sans même consulter Camille. Lorsqu'ils furent seuls, il croisa les bras sur la table et la fixa calmement. « Vous êtes sérieuse, discrète. Vous ne parlez que lorsqu'on vous le demande. Ce n'est pas commun. » Camille soutint son regard. « J'ai appris que dans certains milieux, le silence protège. » Adrien hocha la tête. « Vous avez raison. Mais ce soir, vous pouvez parler. » Elle hésita. « Je n'ai pas l'habitude de ce genre de situation. » « Moi non plus. Et pourtant, on y est. » Un silence s'installa à nouveau, mais cette fois, il était moins tendu. Les plats arrivèrent. Camille, d'abord réticente, finit par manger, encouragée par le ton plus détendu d'Adrien. Il commença à parler de son enfance. De sa mère, absente pendant de longues périodes. De son père, exigeant au point de rendre chaque succès insuffisant. Il évoqua les années d'internat en Suisse, les étés passés seuls dans la maison familiale pendant que ses parents faisaient le tour du monde. « Je ne suis pas à plaindre, précisa-t-il, mais je ne crois pas que ce qu'on possède définisse ce qu'on ressent. » Camille l'écoutait sans l'interrompre. Elle ne cherchait pas à le consoler ni à le juger. Elle était simplement là, présente, attentive. C'était peut-être cela qui le poussait à continuer. Il parla de l'entreprise, de ses luttes internes pour faire entendre sa vision face à un conseil d'administration conservateur. Il parla des projets sociaux qu'il voulait développer, mais qui étaient sans cesse reportés par peur de pertes financières. À un moment, il s'arrêta, la regarda et demanda « Pourquoi avez-vous accepté ce travail ?» Elle répondit, la voix posée « Parce que mon père ne pouvait plus le faire, et parce qu'on n'avait pas d'autres revenus. » « Et vos études ?» En pause. Il la fixa longuement, comme s'il mesurait le poids de cette réponse. « Vous auriez pu chercher un autre poste, moins risqué, moins visible. » Peut-être, mais pas dans l'urgence. Et puis, conduire, c'est simple. Ce sont les gens qu'on transporte qui compliquent les choses. Il sourit pour la première fois de la soirée. Un sourire bref mais sincère. Ils restèrent encore un moment à table sans parler. Lorsqu'ils sortirent, le froid avait envahi les rues de Lyon. Adrien proposa qu'ils rentrent à pied jusqu'à la voiture. Durant le trajet, ils ne dirent rien. Mais la proximité avait changé. Ce n'était plus seulement un employé et son supérieur. Il y avait désormais une histoire partagée. Une faille exposée de part et d'autre. De retour à la résidence, Adrien s'arrêta avant d'entrer. Il se tourna vers elle. « Ce que je vous ai dit ce soir, ce n'est pas une habitude. Je ne parle pas facilement. » Camille répondit calmement. « Moi non plus. » Il acquiesça sans ajouter un mot, puis disparut à l'intérieur. Le lendemain matin, en arrivant pour sa nouvelle journée de travail, Camille remarqua quelque chose d'étrange. Les regards des autres employés de la maison avaient changé. Plus insistants, plus appuyés. Une rumeur peut-être. Un mot de trop glissé dans un couloir. Quelqu'un avait dû voir Adrien et Camille entrer ensemble dans le restaurant. Rien n'était dit ouvertement, mais tout se devinait dans les silences. Camille se contenta de baisser les yeux, de reprendre son rôle, de faire ce pourquoi elle était là. Mais au fond d'elle, elle savait que la nuit précédente avait marqué un tournant, et que désormais, il ne s'agirait plus seulement de conduire une voiture, mais de savoir si elle pouvait encore garder le contrôle sur ce qu'elle n'avait jamais cherché à déclencher. Les jours suivants s'écoulèrent avec une apparente normalité. Camille continuait de se présenter chaque matin à la résidence de la Croix, toujours ponctuelle, toujours discrète, remplissant son rôle sans jamais sortir du cadre que le silence lui imposait. Adrien ne fit plus aucune allusion à leur dîner. Il ne modifia pas son comportement vis-à-vis d'elle de manière visible, mais il y avait dans ses gestes une attention nouvelle, dans ses regards une nuance qu'elle percevait sans oser y répondre. Rien n'était dit, mais quelque chose avait changé. Et ce changement n'échappa pas aux yeux des autres. La maison de la Croix fonctionnait comme un microcosme figé dans des hiérarchies tacites. Il y avait ceux qui servaient depuis des années,
et ceux qui passaient brièvement avant d'être oubliés. Camille, venue de nulle part, jeune et inconnue, n'avait jamais eu vocation à attirer l'attention. Son rôle était temporaire, presque invisible. Pourtant, les regards devinrent plus insistants, les silences entre les membres du personnel plus pesants. Elle commença à surprendre des conversations interrompues dès qu'elle approchait, des chuchotements étouffés dans les couloirs du garage ou près des cuisines. On ne lui disait rien directement, mais elle sentait la tension monter, comme une pression souterraine prête à éclater. Ce fut une femme d'environ 40 ans, fine, élégante, au sourire constamment retenu, qui lança la première flèche. Élise, assistante personnelle d'Adrien depuis plusieurs années, réputée pour sa loyauté et sa maîtrise froide des dossiers internes. Elle croisa Camille un matin dans le hall de la résidence et s'approcha avec une lenteur calculée. « Il paraît que M. Delacroix vous fait confiance », dit-elle d'un ton neutre. Camille, surprise, se contenta d'un hochement de tête prudent. « Ce n'est pas courant. Il n'aime pas les improvisations, surtout venant de l'extérieur. » Puis, elle tourna les talons, laissant derrière elle une phrase suspendue, qui ressemblait plus à un avertissement qu'à une remarque. Ce fut le début d'une série de gestes subtils, presque imperceptibles pour un œil non averti. Un document oublié volontairement sur un siège, une remarque glissée à voix haute dans un couloir. Certaines savent se rendre indispensables, surtout quand elles savent observer en silence. Chaque mot, chaque regard, chaque silence devenait une forme de mise en garde. Camille ne répondit à rien. Elle encaissait, absorbait, accumulait. Elle savait que réagir ne ferait qu'aggraver la situation, mais intérieurement, le doute s'installait. Que voyait-il qu'elle ne voyait pas? À quel point sa proximité avec Adrien avait-elle dépassé les limites invisibles que ce monde imposait à ceux qui n'en faisaient pas partie? Elle avait voulu simplement aider son père, protéger le fragile équilibre de leur foyer, et maintenant, elle se retrouvait au cœur d'un réseau d'interprétations, de jugements et de non-dits. Les choses empirèrent, lorsqu'un soir, alors qu'elle attendait Adrien à la sortie d'une réunion, 2 membres de l'équipe interne montèrent dans la voiture pour être conduits à une autre adresse. Camille obéit sans discuter. Pendant le trajet, les 2 hommes parlèrent à voix basse, mais pas assez pour qu'elle ne les entende pas. Ils évoquaient les récents changements dans les décisions de Delacroix, sa manière plus souple de gérer certains dossiers, son absence plus fréquente des réunions internes. Puis l'un d'eux lâcha « Depuis qu'il traîne avec sa petite conductrice, on dirait qu'il voit le monde autrement. » Un rire bref suivi d'un silence gêné. Camille sentit ses mains se crisper sur le volant. Elle ne montra rien. Elle continua de conduire, les yeux fixés sur la route. Mais quelque chose s'était brisé. Elle comprenait maintenant que son image dépassait son simple rôle, qu'elle était devenue une figure projetée de fantasmes, de soupçons, d'inconfort. Elle ne représentait pas une menace réelle, mais un symbole de désordre. Et ce monde-là ne pardonnait pas le désordre. Quelques jours plus tard, alors qu'elle s'apprêtait à garer la voiture dans l'allée principale, Adrien apparut à l'improviste, seul, vêtu d'un manteau sobre, un dossier à la main. Il ouvrit la portière passager et s'installa devant sans prévenir. « Pas de trajet aujourd'hui, dit-il. J'ai besoin de m'aérer. » Il ne donna pas d'itinéraire précis, seulement quelques indications pour quitter la ville. Camille conduisit en silence pendant une 15aine de minutes, jusqu'à une route bordée de champs et de maisons isolées. Ils roulèrent encore un moment, avant qu'Adrien ne rompe le silence. « Vous êtes au courant de ce qu'on dit sur vous ici ?» Camille ne répondit pas tout de suite. Puis elle dit « Je l'imagine. » Il tourna la tête vers elle. « Ce n'est pas votre faute. » Elle fixa la route. « Non, mais ce n'est pas sans conséquence non plus. » Il resta pensif, puis déclara « Dans ce monde, il suffit d'un détail pour déranger l'équilibre. Une présence nouvelle, une parole différente, une façon de regarder. Vous êtes ce détail. » Camille ne sut quoi répondre. Elle sentait en elle une fatigue profonde, pas physique. Une lassitude de devoir toujours se justifier sans jamais avoir rien demandé. Ils roulèrent encore un peu, puis Adrien lui demanda de faire demi-tour. Sur le chemin du retour, il resta silencieux, plongé dans ses pensées. Une fois de plus, il ne proposa aucune solution. Il ne promit rien. Mais lorsqu'ils arrivèrent à la résidence, au lieu de descendre immédiatement, il sortit un document de sa sacoche. « J'ai un projet en tête, quelque chose de différent. Ce n'est pas encore officiel. Mais j'aimerais que vous y participiez, pas comme conductrice,
comme soutien à la coordination. Camille resta figée. Il continua. Ce serait temporaire. 1 mois, juste pour tester. Elle le regarda, incrédule. Je ne suis pas qualifié. Vous êtes lucide, et vous comprenez les gens. C'est suffisant pour commencer. Il descendit du véhicule sans attendre de réponse. La portière se referma doucement. Camille resta seule, le regard vide, l'esprit troublé. À l'intérieur de la maison, elle savait que les rumeurs allaient s'intensifier, que les regards allaient se faire plus durs, mais une partie d'elle, celle qui rêvait en silence depuis l'enfance, sentait que quelque chose d'inattendu était en train de se produire, et qu'elle devrait bientôt choisir entre reculer ou affronter ce que ce monde, avec toutes ses barrières, allait lui imposer. Camille n'avait pas tout de suite donné sa réponse. Après la proposition d'Adrien, elle était rentrée chez elle, le cœur serré, sans dire un mot à Luc. Ce dernier, alité depuis plusieurs semaines, passait ses journées à fixer les journaux du matin sans vraiment les lire. Il sentait que quelque chose bouillonnait sous le silence de sa fille, mais il n'insista pas. Camille, elle, n'avait cessé de repenser aux mots d'Adrien. 1 mois, une proposition de poste temporaire comme assistante personnelle. Plus de responsabilité, plus de visibilité, un salaire 2 fois supérieur à ce qu'elle gagnait comme conductrice, et une promesse implicite, une place, même que partielle, dans un univers qu'on ne lui avait jamais offert autrement que par la vitre d'une voiture. Le lendemain, à 8 heures, elle était devant la résidence. Elle portait une tenue sobre, sans uniforme. Une chemise blanche, un pantalon noir, des chaussures plates. Un choix délibéré pour marquer la transition, mais sans prétention. En entrant, on ne la fit pas passer par les garages, comme à l'habitude, mais par une porte latérale donnant sur l'entrée de service. Une employée lui indiqua un petit bureau attenant à celui d'Adrien. À l'intérieur, une pile de dossiers, un ordinateur portable neuf, un agenda vide, une note manuscrite sur le bureau. Bienvenue. Ah, les premiers jours furent un véritable choc. Camille, habituée à la solitude des trajets silencieux, se retrouva plongée dans un rythme effréné. Répondre aux courriels, organiser les déplacements d'Adrien, filtrer les appels, assister à des réunions en tant qu'observatrice et parfois rédiger des comptes rendus. Elle comprit très vite que son rôle dépassait celui d'une simple secrétaire. Adrien sollicitait souvent son avis, lui demandait de reformuler certains points de communication, lui confiait des documents sensibles. Elle ne comprenait pas pourquoi il lui accordait autant de confiance, mais elle se contentait de faire ce qu'on lui demandait, avec précision et efficacité. Au bout d'1 semaine, Adrien lui remit un dossier différent des autres. Il portait l'entête d'une fondation, inconnue d'elle. À l'intérieur, des notes à la main, des croquis de projets urbains, des documents sur la mobilité en zone périurbaine. Adrien l'attendait dans son bureau. « Ce projet, dit-il, est en veille depuis plus d'1 an. Je veux le relancer. Ce serait un service de transport gratuit dans les quartiers où l'accès à la mobilité est un obstacle au travail ou à l'éducation. » Camille lut en silence. C'était simple, presque naïf dans sa conception, mais profondément nécessaire. Elle releva les yeux. « Pourquoi avez-vous mis ça de côté ?» Adrien s'adossa à son fauteuil. « Parce qu'on m'a dit que ce n'était pas rentable, qu'aucun investisseur ne financerait un projet qui ne rapporte rien. Et aujourd'hui ?» Il sourit sans répondre. « Aujourd'hui, j'ai envie de le tester malgré tout, mais j'aimerais qu'il ait du sens. J'aimerais que vous y participiez. » Camille se redressa légèrement. « Vous voulez que je coordonne cela ? Je veux que vous proposiez une méthode. Vous venez d'un quartier qui pourrait bénéficier directement de ce genre de service. Qui mieux que vous pour concevoir une solution qui ne soit pas théorique ? » Elle passa la soirée entière à travailler sur le projet. Elle contacta d'anciens camarades de classe en urbanisme, relut ses notes de cours, analysa des études de cas. Le lendemain, elle présenta à Adrien une proposition simple. Démarrer avec une ligne pilote, reliant 3 points clés, fonctionnant le matin et le soir, avec un petit bus électrique. Elle avait pensé à tout, le coût, les horaires, les zones desservies, l'impact écologique, le personnel à embaucher. Adrien resta silencieux un long moment après sa présentation. Puis il se leva. « Ce que vous venez de faire, personne ici n'aurait pu le penser comme ça. » Elle se contenta d'un léger hochement de tête. Pas de fierté, juste de la concentration. À partir de ce jour-là, son rôle changea. Elle ne fut plus simplement l'assistante silencieuse. Elle participa aux réunions avec des partenaires, prit la parole,
défendit le projet face à des responsables techniques. Certains furent condescendants au début, mais elle savait manier les données, anticiper les objections. Peu à peu, même les plus sceptiques durent reconnaître sa pertinence. Elle recevait de nouveaux courriels chaque jour, de nouveaux interlocuteurs, de nouvelles responsabilités. Mais le prix de cette montée en charge ne tarda pas à apparaître. Élise, l'assistante de longue date d'Adrien, devint de plus en plus froide. Elle ne la saluait plus, ne transmettait pas certaines informations importantes et commença même à remettre en question certaines décisions devant d'autres collaborateurs. Camille n'y répondit pas. Elle comprenait que l'hostilité ne venait pas d'un simple agacement, mais d'une inquiétude plus profonde. Elle représentait un changement, une remise en question des équilibres établis. Dans les couloirs de l'entreprise, on commença à murmurer. Certains disaient que Camille n'avait aucun diplôme, que sa proximité avec Adrien n'était pas due à ses compétences. D'autres affirmaient que c'était une stratégie d'image de la part du patron, pour paraître plus engagée socialement. Elle entendait sans écouter. Elle avançait. Luc, de son côté, observait le changement avec prudence. Il voyait sa fille partir tôt, rentrer tard, plus distante, plus préoccupée. Un soir, alors qu'il dînait en silence, il posa enfin la question. « Tu es heureuse, Camille ?» Elle le regarda sans répondre immédiatement. Elle avait les yeux fatigués, mais brillants. « Je suis en train d'apprendre ce que je vaux. Ce n'est pas du bonheur, mais c'est important. » Luc ne dit rien. Il hocha lentement la tête. Il comprenait. Dans la dernière semaine du mois d'essai, Adrien convoqua Camille dans son bureau. Il avait l'air plus tendu qu'à l'ordinaire. « Le projet pilote va être approuvé. Vous allez recevoir l'appui d'un groupe externe, mais cela va attirer l'attention. » Camille fronça les sourcils. « Vous avez des doutes ?»« Non. Mais certains attendent à que vous fassiez une erreur. » Elle le fixa avec calme. « Alors je n'en ferai pas. » Il sourit légèrement. « Vous en ferez. Mais ce ne sera pas ce qu'ils pensent. Ce sera une erreur d'humanité, pas de stratégie. » Camille sortit du bureau sans répondre. Ce jour-là, elle comprit que leur relation, bien qu'encore tenue dans des cadres stricts, s'était transformée. Elle n'était plus une simple employée. Elle était devenue une partie prenante de quelque chose de plus vaste. Mais elle savait aussi que plus la lumière était forte, plus les ombres s'allongeaient, et l'erreur, la vraie, approchait, silencieuse et implacable. La validation officielle du projet pilote de mobilité urbaine arriva un lundi matin, accompagnée d'un courrier d'approbation signé par le comité directeur et une série de documents à transmettre aux partenaires. Camille, en charge de la coordination, avait été chargée d'organiser la première réunion stratégique avec les représentants de la mairie, les ingénieurs en transport, un consultant externe et plusieurs membres du conseil interne de Delacroix Architecture. C'était l'aboutissement de 3 semaines de travail intense, de nuits écourtées, de documents relus ligne par ligne, de propositions ajustées jusqu'à la dernière virgule. Adrien avait donné son accord total, confiant dans le sérieux de Camille. La réunion eut lieu dans une salle sobre, avec un tableau numérique projetant le plan de circulation et les calculs de coûts. Camille ouvrit la séance avec calme, maîtrisant chaque détail. Sa voix était posée, son exposé clair. Les premiers échanges furent positifs. Certains posèrent des questions techniques qu'elle anticipa. Elle donna des réponses nettes, appuyées sur des données. L'atmosphère tendue au début sembla s'adoucir. Mais tout changea lorsqu'un des membres du conseil, M. Vernier, un homme en charge des finances du groupe depuis plus de 15 ans, l'interrompit brusquement. Il pointa un poste de dépense inscrit dans le plan de Camille. Un partenariat logistique avec une entreprise intermédiaire basée en périphérie de Lyon, chargée de la maintenance des véhicules. « Ce prestataire n'est pas validé par notre département », dit-il d'un ton sec. « Comment a-t-il été intégré à la proposition ?» Camille, surprise, consulta rapidement ses notes. Il s'agit d'une société sélectionnée pour sa proximité géographique et sa certification environnementale. Le devis correspondait aux critères de coût fixés au départ. « Et qui vous a autorisé à signer ce devis ?» demanda-t-il. Elle hésita. Monsieur Delacroix était informé de l'ensemble des choix techniques. Le document a été joint au dernier compte rendu validé vendredi. Sauf qu'aucune trace de ce document n'apparaît dans les archives du projet. Et je ne vois aucun accusé de réception de notre direction. Un silence lourd tomba dans la salle. Adrien, assis au fond, observait sans intervenir. Camille sentit son souffle se raccourcir. Elle se redressa. « Je peux le renvoyer immédiatement. Tout est enregistré. » Vernier, visiblement irrité, poursuivit. « Ce genre d'initiative personnelle
met en danger la stabilité d'un projet public. Nous ne pouvons pas nous permettre de gérer des imprécisions à ce niveau. Ce n'est pas un exercice universitaire, mademoiselle. La remarque porta. Camille sentit la chaleur lui monter aux joues. Adrien se leva enfin, mettant fin à la réunion. Nous allons interrompre ici. Je vous remercie tous pour votre présence. Nous poursuivrons par écrit. Camille resta seule quelques minutes dans la salle, rassemblant ses dossiers, ses notes, son courage. Lorsqu'elle ressortit, Adrien l'attendait dans le couloir, les mains croisées. « Il faut que vous preniez du recul, dit-il calmement. Vous savez que ce que j'ai fait était dans le cadre. Je sais, mais il ne voit pas le fond, seulement la forme. Et aujourd'hui, la forme a été brisée. Vous ne me défendez pas? Si je vous défends maintenant, je donne à vos détracteurs exactement ce qu'ils attendent, une preuve de favoritisme, et votre travail mérite mieux qu'un soupçon. » Elle le fixa, la mâchoire serrée. « Vous me retirez le projet? Temporairement. Vous reprenez votre poste de conductrice, pour l'instant. Vous savez que je ne peux pas faire ça, pas après tout ce que j'ai investi. » Il ne répondit pas. Il savait. Mais il gardait le silence, protégé derrière sa logique de dirigeant. Camille quitta l'entreprise le soir même. Elle ne rentra pas directement chez elle. Elle marcha dans les rues de Lyon jusqu'à la nuit, la tête vide. Elle ne pleura pas. Elle ne pensait même pas. Elle respirait mécaniquement. Elle avait tout fait correctement, chaque étape, chaque décision. Et pourtant, cela n'avait pas suffi. Dans ce monde-là, la compétence ne pesait rien face aux alliances invisibles. À la maison, Luc vit immédiatement que quelque chose s'était effondré. Il tenta de l'interroger, mais elle ne parla pas. Elle prépara le dîner sans appétit, mangea en silence, puis alla s'enfermer dans sa chambre. Le lendemain, elle rédigea une lettre. Pas un message de plainte. Une lettre simple, droite, dans laquelle elle expliquait les raisons de son départ définitif. Elle y joignit tous les documents concernant le projet, les copies des validations, les preuves des échanges. Elle l'adressa à Adrien. Elle ne signa que de son prénom. Pas de colère, pas de supplication, juste la vérité. Elle envoya la lettre par coursier, et elle éteignit son téléphone. Durant les jours qui suivirent, elle se replongea dans ses livres d'urbanisme. Elle relut ses anciens cours, reprit ses croquis. Elle sortit son cahier de projets abandonnés, y ajouta des notes nouvelles. C'était une manière de se reconstruire, morceau par morceau, sans bruit, sans public. Une semaine plus tard, elle reçut une lettre au format discret. Aucun nom à l'expéditeur, juste une enveloppe blanche glissée sous la porte. À l'intérieur, un court message manuscrit, dans une écriture qu'elle reconnut immédiatement. « J'ai lu. Et je comprends. » Ah. Elle rangea la lettre dans son cahier, entre 2 pages d'esquisse. Elle ne retournerait pas à la maison de la Croix. Elle ne reprendrait pas le volant. Elle n'attendrait plus qu'on lui donne un espace. Elle allait, dorénavant, le construire elle-même. Et s'il fallait recommencer ailleurs, elle le ferait. Parce qu'elle avait compris dans la chute que sa valeur ne dépendait pas du regard des autres, ni d'un poste temporaire, ni même d'un projet validé ou rejeté. Sa valeur était dans ce qu'elle savait, dans ce qu'elle bâtissait et dans ce qu'elle n'avait jamais cessé de vouloir accomplir, même au bord du vide. Adrien Delacroix relut la lettre de Camille une 2e fois, puis une 3e. Elle était concise, structurée et pourtant profondément personnelle. Elle ne cherchait ni à se justifier ni à se défendre. Elle exposait les faits, les documents à l'appui, retraçait la chronologie du choix du prestataire logistique et montrait clairement que tout avait été communiqué dans les délais aux interlocuteurs concernés. Elle nommait les personnes avec qui elle avait échangé, incluait des copies de courriels envoyés, des annexes jointes, des heures d'envoi et de réception. Le ton n'avait rien de plaintif. Il était d'une rigueur presque clinique, mais laissait transparaître en filigrane une déception immense. Adrien posa la lettre sur son bureau, les coudes sur la table, les paumes jointes devant ses lèvres. Il n'avait rien dit aux autres depuis la réunion. Il avait accepté l'idée de laisser Camille partir sans prononcer un mot en sa faveur, persuadé que cela la protégerait. Mais en relisant cette lettre, il se rendait compte que le silence avait eu l'effet inverse. Il avait laissé croire qu'elle était fautive. Et maintenant, c'était lui qui devait porter la responsabilité de cette injustice. Il convoqua une réunion restreinte avec 2 membres de confiance de son équipe. Pas Élise, pas Vernier. Il voulait en savoir plus sur ce fameux prestataire qui avait causé la chute de Camille. En croisant les documents fournis par Camille avec les archives internes de l'entreprise, quelque chose attira immédiatement son attention.
Le devis initial avait été validé par un coordinateur technique, mais ce dernier avait été muté 3 jours avant la réunion fatidique, et, dans l'intervalle, c'était un autre nom qui apparaissait sur le rapport final, un nom qu'Adrien connaissait bien. Il s'agissait d'un ancien collaborateur d'Élise, transféré en interne vers les projets sociaux, mais encore sous son influence directe. En creusant davantage, Adrien découvrit que le document clé prouvant la validation du prestataire avait bien été reçu par le service administratif, mais qu'il n'avait jamais été versé au dossier officiel du projet. Mieux encore, le courriel contenant cette validation avait été lu puis archivé sans accusé de réception, contournant ainsi les processus habituels. Cela ne pouvait pas être un oubli accidentel. Quelqu'un, volontairement ou non, avait fait disparaître une pièce capitale du dossier pour faire passer Camille pour incompétente. Adrien demanda une réunion privée avec Élise. Elle arriva, comme à son habitude, droite, impeccable, le visage neutre. Il la fixa quelques secondes avant de parler. « Je veux que vous me disiez exactement ce que vous avez fait du courriel envoyé par Camille le vendredi précédant la réunion avec le conseil. » Elle le regarda sans broncher. « Je l'ai transféré au service juridique, comme convenu. Il n'est jamais arrivé là-bas. » Elle hésita. « Alors c'est probablement une erreur technique. Je vérifierai. » « Ne vérifiez rien. Dites-moi simplement pourquoi le fichier joint a été ouvert depuis votre terminal à 19h12, mais n'a jamais quitté votre messagerie. » Elle se tendit. Ce genre de précision n'était pas anodin. Il ne parlait plus en supérieur, mais en juge. Il avait les preuves. « J'ai estimé qu'il valait mieux attendre une validation formelle avant de le faire suivre. »« Vous avez estimé ?» reprit-il glacé. Elle ne répondit pas. « Vous avez sciemment compromis un projet que je soutenais, que j'avais confié à quelqu'un en qui j'avais confiance. Et tout cela parce que vous avez cru que sa présence remettait en cause votre territoire. » Élise détourna le regard. Il poursuivit. « Votre loyauté, je ne la mesure pas à votre ancienneté ni à votre capacité à me protéger de moi-même. Je la mesure à votre capacité à servir ce que nous construisons ici, et ce que vous avez fait est inacceptable. » Il la suspendit de ses fonctions avec effet immédiat. Aucun scandale. Aucune annonce publique. Il savait comment ce monde fonctionnait. Les sanctions trop visibles attiraient des représailles silencieuses. Il préféra l'écarter discrètement, sans bruit, mais avec une clarté définitive. Elle quitta son bureau sans protester. Le soir même, Adrien relut la lettre de Camille une dernière fois. Il comprenait maintenant ce qu'il aurait dû faire plus tôt. Il prit sa voiture, sans chauffeur, et roula jusqu'au quartier de la Guillotière. Il connaissait l'adresse de Camille. C'était noté dans les premiers fichiers administratifs. Il se gara devant l'immeuble, sans se donner le temps de réfléchir. Il monta les escaliers, croisant des voisins qui le regardaient avec curiosité. Lorsqu'il frappa à la porte, ce fut Luc qui ouvrit. Le visage fatigué du père de Camille se tendit en reconnaissant Adrien. « Elle n'est pas là, » dit-il simplement. « Elle passe ses journées à la bibliothèque municipale. Elle fait du bénévolat maintenant. Elle aide des enfants à faire leurs devoirs. » Adrien hocha la tête, remercia Luc et repartit sans insister. Il se rendit directement à la bibliothèque. Il la trouva assise à une petite table ronde, entourée de 3 enfants. Elle expliquait une règle de grammaire avec patience, souriait doucement, prenait des notes sur un cahier à moitié rempli. Il attendit qu'elle termine la session. Lorsqu'elle se leva, les enfants la remercièrent, puis s'éloignèrent en courant. Adrien s'approcha. « Je voulais te voir, » dit-il. Camille resta silencieuse. Elle ne semblait ni en colère, ni surprise, juste épuisée. « J'ai relu ta lettre. J'ai fait l'enquête. Tu avais raison, quelqu'un a saboté ton travail. » Elle le regarda. « Et maintenant, je suis censé dire merci ? Non, tu n'as rien à me devoir. » Un silence s'installa. « Tu ne m'as pas défendu, dit-elle. Tu as laissé le doute s'installer. Tu m'as sacrifié pour protéger ta propre image. » Il hocha la tête. « Oui, je l'ai fait et je le regrette. Les regrets n'annulent pas les décisions. » Il resta droit. « Je suis ici pour réparer, pas pour m'excuser. Il est trop tard, peut-être, mais ce projet t'appartient autant qu'à moi, et je veux qu'il voie le jour comme tu l'as conçu. » Elle ne répondit pas. Elle était fatiguée de se battre, fatiguée de devoir toujours justifier son droit d'exister dans un monde qui ne la reconnaissait qu'à moitié. « Je ne te demande pas de revenir, » ajouta Adrien. « Je veux juste que tu acceptes de m'écouter. Une fois encore. » Elle resta immobile quelques secondes, puis déclara « Une seule fois. » Ils s'assirent,
à une table vide. Adrien sortit un dossier. Ce que tu as construit peut changer la manière dont les gens se déplacent dans cette ville. Mais il faut que tu sois là pour défendre ton idée. Je ne peux pas parler à ta place. Et même si je le fais, ce ne sera jamais aussi fort. Camille regarda les feuilles, les plans, les chiffres. Tout était là. Son travail, sa pensée, sa vision. Et si je dis non, alors je continuerai, mais ce ne sera pas le même projet. Et ce ne sera pas le tien. Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. Alors je vais réfléchir, mais cette fois ce sera à mes conditions. Il sourit, sans arrogance. Très bien. Et pour la première fois depuis longtemps, Camille sentit qu'elle reprenait le contrôle, pas de sa place dans le projet, mais de sa trajectoire, et cela personne ne pourrait le lui retirer. Le lendemain de leur échange à la bibliothèque, Camille reçut un message laconique d'Adrien. Une adresse, une heure, aucun commentaire. Elle hésita longuement avant d'y aller. Elle n'avait pas donné de réponse ferme, n'avait pas promis de participer à quoi que ce soit, mais quelque chose dans la manière dont il lui avait parlé, dans le ton direct, sans détour ni charme inutile, l'avait poussée à vouloir au moins écouter. À 16 heures, elle se présenta devant une ancienne usine désaffectée du quartier de Vèze, un bâtiment gris aux vitres cassées, entouré de palissades métalliques. À l'intérieur, Adrien l'attendait, accompagné de 2 architectes, de 2 techniciens et d'une femme d'une quarantaine d'années que Camille reconnut. Il s'agissait de la responsable d'un collectif associatif engagé dans l'accès à l'emploi en banlieue lyonnaise. Ce lieu, dit Adrien en la voyant entrer, va devenir le centre logistique du programme pilote. Tu voulais de l'impact, du concret, de l'utile. Alors voici, on va le transformer ensemble. Camille ne répondit pas tout de suite. Elle fit le tour du lieu, observa les installations, les plans affichés sur une table. Il y avait là l'ébauche d'un projet solide, structuré, mais encore vierge de détails. Elle le sentit immédiatement. Adrien avait préparé le terrain, mais attendait qu'elle le façonne. Pas comme une exécutante, comme une égale. Elle se pencha sur les premières maquettes et commenta quelques incohérences d'agencement. Les autres écoutèrent. Loin de la froideur des conseils d'administration, les discussions ici étaient franches, techniques, dirigées vers une finalité partagée. À la fin de la visite, Adrien s'approcha d'elle. « Si tu acceptes de revenir, ce ne sera plus comme assistante. Tu seras en charge de la mise en œuvre de cette structure. Un poste indépendant. Tu rendras compte à moi uniquement. » Camille releva la tête. « Et mes conditions ? Dis-les. Un contrat signé, un cadre clair. Aucune subordination à ton cercle interne. Je choisis mes interlocuteurs. Et tu ne prends aucune décision sur ce projet sans mon aval. » Il acquiesça. « C'est noté. Tu auras un document dès demain. Et ton salaire sera revu à la hauteur de ton rôle. Et une clause, si une attaque personnelle est formulée à mon encontre, fondée ou non, tu interviens publiquement. Pas de silence, pas de retrait stratégique. » Adrien soutint son regard. « Je te le dois. » Ce soir-là, Camille rentra à pied. Elle ne se sentait ni triomphante ni soulagée. Elle sentait seulement qu'elle avait repris possession de quelque chose qu'on lui avait volé. Non pas un poste, ni une reconnaissance sociale, mais la certitude d'exister à sa manière, sans plier sous la logique d'un monde qu'on lui avait imposé. Les jours suivants furent intenses. Camille travailla d'arrache-pied à concevoir le plan opérationnel du centre. Elle fit appel à ses anciens camarades de l'université, contacta des collectifs citoyens, des urbanistes en freelance et même d'anciens chauffeurs de transport public. Elle voulait que ce projet soit pensé avec les gens, pas seulement pour eux. Elle élabora des sessions de consultation avec les habitants des quartiers concernés, organisa des réunions publiques, créa un formulaire d'enquête en ligne. Très vite, les retours affluèrent. Des idées concrètes, des témoignages, des propositions que personne n'avait jamais pris le temps d'écouter. Camille les étudia toutes. Elle fit une synthèse qu'elle présenta à Adrien dans son bureau, désormais presque vide des anciens visages familiers. Élise avait disparu du décor, remplacée par une jeune juriste issue du secteur associatif. Adrien écouta sans interrompre. À la fin de la présentation, il déclara simplement « Ce projet ne porte plus seulement mon nom. Il te ressemble. » Mais Camille ne cherchait plus à être associée à un nom. Elle voulait des résultats. La première phase de lancement fut prévue pour le mois suivant. Une ligne de navette électrique entre 3 points clés, un service du matin et du soir, des arrêts dans des zones mal desservies, une équipe recrutée localement.
L'ensemble était financé par un partenariat public-privé, avec un volet de communication modeste mais efficace. Le jour du lancement, Camille se tenait près de l'un des arrêts principaux au bord d'un trottoir dans un quartier ouvrier du nord de Lyon. Les premiers passagers montèrent, surpris de la gratuité, ravis de l'accueil chaleureux des conducteurs, étonnés qu'on leur ait enfin tendu la main sans condition. Elle observa en silence, les bras croisés, sans besoin d'être applaudie. Elle n'attendait pas de remerciements. Elle avait voulu que cela fonctionne. Et cela fonctionnait. Adrien arriva une demi-heure plus tard. Il ne portait pas de costume ce jour-là, seulement une veste sombre et un pull gris. Il s'approcha. « Tu ne veux pas prendre une photo ? Je préfère les chiffres aux images. Alors, je vais t'en donner. Plus de 60 usagers en 2 heures, et l'évaluation des passagers est à plus de 95% de satisfaction. » Elle hocha la tête. « On verra ce que ça donne dans un mois. On pourrait élargir à un 2e secteur. Pas avant d'avoir consolidé le premier. » Il la regarda amusé. « Tu es devenue plus exigeante. » »« Non, juste lucide. » Ils ne dirent rien de plus. Un silence confortable s'installa entre eux. Il n'y avait plus de tension, plus de soupçons. Chacun savait ce qu'il devait à l'autre sans que cela crée de dépendance. Camille avait son espace. Adrien aussi. Ils collaboraient sans se surveiller. Ils partagèrent des idées, pas des attentes. Ce soir-là, alors qu'elle consultait les premiers rapports, Camille reçut une invitation pour une soirée privée, organisée par un mécène de la ville. Le thème : Initiatives urbaines et justice sociale. Adrien l'avait inscrite en tant qu'intervenante. Elle fronça les sourcils. Elle n'aimait pas être mise en vitrine. Elle lui envoya un message bref. « Je ne suis pas une image de campagne. » Il répondit 1 minute plus tard. « Tu es une voix qu'on doit écouter. Pas pour moi. Pour ceux que tu représentes. » Elle ne répondit pas, mais elle accepta l'invitation. Dans les jours qui suivirent, l'agenda de Camille se remplit. Des demandes d'interview, des propositions de collaboration, des invitations à intervenir dans des forums. Elle n'en accepta que quelques-unes, toujours selon ses critères. Pas de récupération politique, pas de discours creux. Elle voulait rester connectée à la réalité. À celle de son quartier, de sa famille, des jeunes qu'elle croisait encore à la bibliothèque les mercredis après-midi. Luc, de plus en plus rétabli, observait sa fille avec une fierté silencieuse. Il la voyait se transformer, non pas en quelqu'un d'autre, mais en quelqu'un de plus affirmé. Un soir, il lui dit « Tu n'as pas fui, tu as élevé la voix, et c'est ça, le vrai courage. » Elle lui sourit, pas pour lui faire plaisir, mais parce qu'elle savait que c'était vrai. Et dans un coin de son esprit, elle savait aussi que cette paix retrouvée, cette stabilité nouvelle, ne serait pas éternelle. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait prête à affronter ce qui viendrait. Parce qu'elle n'était plus seule, parce qu'elle n'avait plus rien à prouver, parce qu'elle avançait enfin selon ses propres règles. Le salon de réception brillait sous les lustres taillés en cristal, et les murs décorés de moulures dorées semblaient vouloir rappeler à chaque invité l'histoire silencieuse de ceux qui avaient toujours occupé cet espace. L'événement, organisé dans un hôtel particulier du 6e arrondissement, rassemblait dirigeants, mécènes, représentants de grandes fondations, figures du monde politique local et quelques universitaires triés sur le volet. Camille, vêtue d'une robe noire discrète et droite, s'était préparée avec la même rigueur qu'à ses premières réunions. Sobre, précise, invisible dans la forme mais inébranlable dans le fond. Elle ne portait aucun bijou, ses cheveux étaient attachés simplement, et son regard restait fixé sur l'essentiel. Écouter, observer, intervenir uniquement si nécessaire. Adrien l'avait accueillie à l'entrée sans formalité, mais d'un ton plus détendu que d'habitude. Il portait un costume gris foncé sans cravate et se contenta de l'escorter à travers les premiers cercles de conversation sans chercher à l'imposer. Il la laissa se placer à son propre rythme. Camille apprécia ce geste. Elle n'était pas là comme un trophée à exhiber, mais comme une professionnelle dont le travail avait fait ses preuves. Pourtant, il ne fallut pas longtemps pour qu'elle sente le regard des autres s'alourdir sur elle. Dès les premières minutes, certains invités lui lancèrent des sourires polis, vite suivis de regards en coin et de phrases au double sens. Une femme, dont Camille avait entendu dire qu'elle dirigeait un cercle philanthropique influent, s'approcha pour la saluer. « Vous êtes donc la jeune architecte populaire dont tout le monde parle ?» Camille, sans se troubler, répondit calmement. « Je ne suis pas architecte. Je suis en formation, et mon projet concerne la mobilité,
pas la célébrité. « Oh, bien sûr », répondit la femme avec un sourire figé. « Mais vous savez, de nos jours, tout est une question de narration. Et vous avez une très belle histoire. » Camille comprit immédiatement ce que cela signifiait. Elle n'était pas perçue comme une professionnelle compétente, mais comme une opportunité de communication. Un symbole pratique pour illustrer une diversité que ces milieux n'intégraient qu'en surface. Plus loin dans la soirée, alors qu'elle discutait avec un représentant d'une université parisienne, un homme d'une cinquantaine d'années, vêtu d'un costume trop serré, se permit une remarque qui glaça la conversation. « Ce qui est admirable, c'est que vous êtes resté très simple malgré d'où vous venez. » La phrase tomba comme une gifle. Camille répondit d'un ton sec. « Je ne suis pas resté simple. Je suis resté fidèle à mes principes. Ce n'est pas la même chose. » L'homme rit nerveusement, puis se détourna sans répondre. Adrien, à quelques pas, avait entendu l'échange mais resta silencieux. Camille le vit détourner les yeux, préférant feindre l'ignorance plutôt que de prendre sa défense publiquement. Cette absence de réaction, cette prudence qu'il croyait stratégique, résonna en elle comme une trahison lente et profonde. Elle n'attendait pas une déclaration. Mais elle attendait au minimum un signe de reconnaissance, un rappel à ceux qui la réduisaient à une exception folklorique que son travail méritait mieux que des compliments condescendants. La soirée se poursuivit, mais Camille se mit en retrait. Elle resta près des baies vitrées, observant les échanges, les manières codifiées, les petits jeux d'influence. Elle comprit que cette salle n'était pas faite pour elle, et peut-être qu'elle n'avait même jamais été faite pour personne, sauf pour ceux qui y étaient nés. Un monde où les alliances se tissaient à travers des regards, des poignées de main furtives, des promesses non dites. Un peu plus tard, on l'appela à prendre la parole. Son intervention était prévue depuis plusieurs jours, une présentation brève sur les résultats du projet pilote. Elle monta sur l'estrade, se tint droite face à l'auditoire, sans notes, sans artifice. Elle parla de la réalité des quartiers desservis, des témoignages reçus, des indicateurs d'impact. Elle cita les chiffres, mais surtout les noms des personnes rencontrées, leurs histoires, leurs besoins concrets. Sa voix était calme, assurée, sans recherche d'applaudissements. Et quand elle termina, il y eut un silence, suivi d'un applaudissement poli, mais sans élan. Elle descendit sans chercher de regard. Elle savait qu'elle n'avait pas parlé leur langue. Elle n'avait pas joué le jeu des flatteries, ni prononcé les formules attendues. Elle avait été trop directe, trop ancrée dans le réel. Et dans ce cercle-là, cela restait une faute. Plus tard, dans la soirée, alors qu'elle s'apprêtait à quitter discrètement les lieux, Adrien la rejoignit près de la sortie. Il semblait hésitant, comme s'il cherchait les bons mots. « Tu as été très juste dans ta prise de parole. »« Ce n'est pas ce que la salle pense, » répondit-elle sans le regarder. « Ils n'ont pas l'habitude d'entendre la vérité sans l'emballage. Et toi, tu avais l'habitude de répondre quand on attaquait tes collaborateurs. Ce soir, tu n'as rien dit. J'ai voulu éviter un conflit inutile. Tu as voulu protéger ton image, corrigea-t-elle froidement. Et tu m'as laissé seul. » Il ne répondit pas tout de suite. Puis, dans un souffle, « Je regrette. Trop tard. Encore. » Camille s'éloigna sans ajouter un mot. Elle rentra seule, refusant qu'on lui propose un véhicule, décidée à retrouver l'équilibre qu'elle sentait vaciller. Le lendemain matin, elle reçut un appel de l'une des responsables associatives présentes à la soirée. La femme, touchée par son discours, lui proposa d'intervenir dans une série de conférences organisées dans des lycées de la région. Pour une fois, il ne s'agissait pas de briller, mais de transmettre. Camille accepta sans hésiter. En début d'après-midi, un mail d'Adrien arriva. Objet. À propos d'hier soir. Aucun texte dans le corps du message, un simple fichier joint. En l'ouvrant, Camille découvrit une déclaration publique signée de lui, publiée dans un journal spécialisé en urbanisme et innovation sociale. Il y reconnaissait publiquement le rôle central de Camille dans la conception et la mise en œuvre du projet, soulignait sa vision, son engagement, et critiquait ouvertement la manière dont certains cercles refusaient encore d'admettre la légitimité de nouveaux profils dans la transformation urbaine. Camille lut le texte 2 fois. Ce n'était pas une lettre d'excuse, c'était une prise de position, claire, frontale, sans ambiguïté. Ce n'était pas non plus une rédemption. Cela n'effaçait pas le silence de la veille, mais cela avait le mérite d'exister et surtout d'être public. Pour la première fois, Adrien n'avait pas joué la carte de la stratégie. Il avait risqué quelque chose, et elle le reconnut. Elle ne répondit pas au message, pas tout de suite.
Elle savait que ce n'était plus le moment de répondre en hâte. Désormais, c'était à elle de choisir ce qu'elle voulait faire de cette nouvelle lumière, pas en fonction de lui, mais selon sa propre trajectoire. Une trajectoire qu'elle savait désormais capable de tracer seule, au milieu même de ceux qui avaient tenté de l'effacer. La semaine qui suivit l'article signé par Adrien fut marquée par une agitation discrète mais constante. Dans les couloirs de l'agence Delacroix, dans les réunions avec les partenaires du projet pilote, dans les publications spécialisées en urbanisme et aménagement, le nom de Camille Moreau circulait avec insistance. Elle n'était plus seulement associée à une initiative sociale innovante, mais identifiée comme une figure de transformation, une voix jeune et lucide au cœur d'un écosystème trop souvent fermé sur lui-même. Les appels commencèrent à affluer. Des fondations souhaitèrent la rencontrer, des universités lui proposaient des cycles de conférences, des journalistes lui demandaient des entretiens, toujours sur le même ton. Comment une jeune femme, sans diplôme finalisé, sans réseau établi, sans patronyme reconnu, avait-elle réussi à concevoir, défendre et faire aboutir un projet urbain aussi pertinent? Camille choisit ses réponses, avec minutie. Elle n'accorda que 2 interviews, toutes 2 centrées non sur son parcours personnel, mais sur les enjeux concrets du projet. Elle refusa les sollicitations qui voulaient faire d'elle une héroïne ou un exemple. Elle savait à quel point ces étiquettes pouvaient enfermer plus qu'elles n'ouvraient de portes. Adrien, de son côté, avait maintenu une distance respectueuse. Il n'intervenait plus dans son quotidien professionnel, se contentant d'échanger brièvement par message ou lors de réunions précises. Leur complicité, silencieuse mais réelle, s'était stabilisée dans une forme d'équilibre professionnel. Ils n'avaient plus besoin de se justifier l'un à l'autre. Ils savaient d'où ils venaient, ce qu'ils avaient traversé. Et désormais, chacun avançait selon une trajectoire distincte, mais en résonance. Un matin, alors qu'elle entrait dans le centre logistique pour une réunion avec l'équipe terrain, Camille trouva une enveloppe à son nom. À l'intérieur, une lettre d'une page et une brochure universitaire. Le courrier venait de la faculté d'architecture de Bordeaux, l'une des plus réputées du pays. Il lui proposait une bourse complète pour intégrer le programme de licence en architecture, en reconnaissance de son expérience professionnelle et de son engagement social. La lettre précisait qu'elle pourrait intégrer le cursus dès le semestre suivant, avec un accompagnement pédagogique personnalisé. Camille resta un long moment figée devant la feuille. Elle la relut plusieurs fois. Cette possibilité, qu'elle avait un jour abandonnée en silence, revenait aujourd'hui dans ses mains avec une évidence presque brutale. Tout ce qu'elle avait toujours voulu, étudier, construire, concevoir des espaces qui répondent à la réalité, pas à des normes abstraites. Et pourtant, elle se surprit à douter. Elle avait bâti quelque chose de réel à Lyon. Elle avait une équipe, un projet en cours, des gens qui comptaient sur elle. Partir, même pour un objectif noble, signifiait laisser un vide. Signifiait trahir, peut-être, ce qu'elle avait commencé à incarner. Elle en parla d'abord à Luc un soir calme dans leur salon. « Tu devrais y aller », dit-il sans attendre. « Tu l'as mérité. Et le projet. Et tout ce que j'ai construit ici, tu n'as rien à abandonner. Tu as posé les fondations. À d'autres maintenant de construire dessus. Toi, tu dois continuer à grandir. Sinon, à quoi bon tout ça ?» Camille ne répondit pas tout de suite. Elle savait que son père disait vrai, mais elle avait besoin de plus. Elle retourna au centre, relut les rapports, consulta ses collègues, demanda où en étaient les processus d'autonomie. Tout avançait, lentement, mais solidement. Son absence serait ressentie, bien sûr, mais elle ne compromettrait rien. Elle avait pris soin de ne pas concentrer les responsabilités, d'assurer une structure transmissible. Elle n'était pas indispensable. Et ce fait, loin de l'attrister, l'apaisa. Elle écrivit un mail à la faculté, acceptant l'offre. Puis, après plusieurs jours de réflexion, elle demanda un rendez-vous avec Adrien. Ils se retrouvèrent dans une salle de réunion vide, tard dans l'après-midi. « Je pars à Bordeaux dans 2 mois, » dit-elle simplement. Adrien ne sembla pas surpris. « Tu vas étudier ?»« Ouais, une bourse complète. Je ne pouvais pas refuser. » Il hocha la tête. « Tu ne dois rien refuser de ce qui te permet de devenir plus forte. Je voulais te le dire en personne, par respect. Merci. » Un silence s'installa, mais il n'était pas gênant. Il était celui de 2 personnes qui comprenaient qu'un cycle se fermait. Camille poursuivit. « J'ai tout documenté. L'équipe pourra continuer sans moi. Je suis disponible à distance si besoin.
Mais c'est mieux si je m'efface un peu. Tu ne t'effaces pas, tu passes la main, c'est différent. Peut-être. Adrien se leva, fit quelques pas vers la fenêtre. Tu sais que tu as changé beaucoup de choses ici. Pas seulement le projet, les mentalités, le rythme, l'envie. Ça ne disparaîtra pas avec ton départ. Et toi, tu vas continuer dans cette direction? J'essaierai. Mais sans toi, ce ne sera pas la même énergie. Elle le regarda avec un demi-sourire. Ce n'est pas censé l'être. Ils se quittèrent sans effusion. Juste un hochement de tête, une poignée de main franche. Adrien respectait trop Camille pour en faire un moment sentimental. Et Camille savait que ce qui comptait, ce n'était pas le départ, mais ce qu'elle allait en faire. Les semaines suivantes furent consacrées à la transition. Camille forma ceux qui prendraient la relève, finalisa les rapports, nettoya son bureau, fit le tri dans ses documents. Le jour de son départ, elle passa dire au revoir à l'équipe, distribua quelques mots manuscrits, des remerciements simples, sans solennité. Avant de partir, elle retourna une dernière fois à la bibliothèque municipale. Elle salua les enfants, les bénévoles. Elle s'assit à la table où elle avait lu les premiers documents du projet pilote. Elle sortit un carnet neuf, y écrivit les grandes lignes de son projet de fin d'études. Un espace public en zone populaire, pensé avec les habitants. Évolutif, modulaire, vivant. Ce ne serait que le début. Le train pour Bordeaux partit un matin gris, dans une gare presque vide. Camille n'emportait pas grand-chose. Quelques vêtements, ses carnets, son ordinateur, et une idée de ce qu'elle voulait encore changer dans le monde. Rien de spectaculaire, mais elle savait désormais que l'impact ne se mesure pas à l'écho qu'il provoque, mais à la solidité de ce qu'il laisse. Et ce qu'elle laissait derrière elle n'était pas une histoire terminée. C'était une continuité, un élan, une racine prête à essaimer ailleurs. La ville de Bordeaux respirait différemment de Lyon. L'air semblait plus ouvert, les lignes urbaines moins serrées, la lumière plus claire sur les façades de pierre claire. Camille s'y était installée avec méthode, sans attente de miracle, sans nostalgie excessive. Elle avait trouvé une petite chambre dans une résidence universitaire, modeste mais fonctionnelle, et organisé son emploi du temps avec la rigueur de quelqu'un qui n'avait jamais considéré les études comme un simple passage. Dès les premiers jours de cours, elle se distingua non pas par son ambition, mais par sa précision, sa clarté d'analyse, sa capacité à lier théorie et réalité sociale. Ses enseignants remarquèrent rapidement sa maturité. Dans les travaux de groupe, elle ne prenait pas le pouvoir, elle le distribuait. Elle écoutait, structurait les idées, proposait des modèles de réflexion adaptés aux ressources de chacun. Son projet personnel, centré sur la requalification d'espaces publics en milieu précaire, attira l'attention d'un professeur réputé, qui la prit sous son aile pour l'accompagner dans sa progression. Camille, toutefois, refusait toute forme de favoritisme. Elle ne parlait presque jamais de ce qu'elle avait accompli à Lyon. Pour ses camarades, elle n'était qu'une étudiante sérieuse, parfois un peu distante, toujours précise. Mais son passé la rattrapa sans qu'elle le cherche. Un jour, alors qu'elle consultait les actualités de l'aménagement urbain pour un devoir, elle tomba sur un article annonçant l'expansion du projet pilote qu'elle avait lancé. Le programme de mobilité gratuite avait été étendu à 2 autres zones périphériques, et l'ancien centre logistique de Vaise portait désormais le nom de Pôle Camille Moreau, Mobilité et Inclusion. Elle resta longtemps immobile devant l'écran. Ce n'était pas de l'orgueil qu'elle ressentait, ni de la gêne. C'était une forme d'équilibre intérieur, la preuve discrète que les choses plantées avec patience pouvaient germer, même en son absence. Quelques semaines plus tard, elle reçut une invitation officielle à un colloque d'urbanisme où son nom figurait parmi les lauréats d'un prix pour jeunes talents dans l'innovation urbaine. L'événement se tenait dans l'auditorium de l'école d'architecture, et sa présence y était requise. Camille n'avait rien préparé de particulier, elle n'aimait pas les discours préfabriqués. Le jour venu, elle enfila une tenue simple, se rendit dans la grande salle, salua quelques collègues, puis s'assit en silence parmi les autres participants. Lorsqu'on l'appela sur scène pour recevoir le prix, les applaudissements furent sincères, sans exagération. Elle traversa l'espace avec la même démarche discrète qui la caractérisait depuis toujours. Une fois le trophée en main, on lui tendit le micro. Elle respira calmement, fixa l'auditoire composé d'étudiants, de professeurs, de professionnels, et déclara « Je ne viens pas ici pour raconter un succès, je viens pour rappeler que tout projet commence par un déséquilibre,
Une faille, un besoin urgent. Ce qu'on appelle innovation est souvent une réponse à une absence. Et ce prix, je le reçois comme un encouragement à ne pas oublier d'où l'on part. Merci. Elle descendit de la scène sous les applaudissements sobres mais appuyés. Puis elle retourna s'asseoir, le cœur stable, l'esprit clair. Elle n'avait rien cherché à prouver. Elle avait juste énoncé ce qui comptait. À la fin de la cérémonie, alors qu'elle s'apprêtait à quitter l'auditorium, elle aperçut une silhouette familière au fond de la salle, Adrien Delacroix. Il se tenait debout, légèrement en retrait, vêtu d'un manteau foncé, un dossier à la main. Il n'était pas intervenu, n'avait parlé à personne. Il attendait. Camille s'approcha, le regard calme. « Je ne savais pas que tu viendrais. Je voulais te voir dans ce lieu, voir ce que tu es devenu ici. Ce que je suis devenu n'a rien d'extraordinaire. J'ai juste repris ce que j'avais mis en pause. Tu l'as fait avec force et avec mesure. C'est rare. » Ils restèrent quelques instants en silence. Il lui tendit le dossier qu'il portait. Ce sont les derniers rapports du projet à Lyon, les retours des usagers, les bilans de l'équipe. Ils continuent d'utiliser ta méthode. Et ils parlent encore de toi. Je n'ai rien laissé là-bas pour qu'on me rappelle. J'ai laissé ce qu'il fallait pour que ça tienne. Et ça tient, mieux que prévu. Camille referma le dossier sans l'ouvrir. Merci d'avoir protégé ça. Ce n'était pas par loyauté, c'était par respect. Je sais. Il la regarda avec une expression qu'elle connaissait bien, celle de quelqu'un qui reconnaît une égalité silencieuse. Il ne s'agissait plus de collaboration, ni de dette, ni même de gratitude. Il s'agissait de reconnaissance réciproque. Chacun avait permis à l'autre de franchir un seuil. Aucun des deux ne possédait l'histoire. Ils l'avaient traversée ensemble, chacun à sa manière. Adrien ajouta, en désignant la salle vide, « Tu reviendras un jour à Lyon ?»« Peut-être, mais pas tout de suite. J'ai encore des choses à apprendre ici. Tu as déjà beaucoup transmis. J'espère surtout ne pas me figer. C'est le risque quand on commence à être écouté. » Il hocha la tête. « Je te souhaite de rester en mouvement. Et moi, je te souhaite de ne pas te reposer sur l'acquis. » Ils se quittèrent sans promesse. Pas de rendez-vous fixé, pas d'attente sous-jacente, juste une certitude partagée. Ce qu'ils avaient vécu avait compté, et ce qu'ils allaient faire séparément continuerait de porter cette empreinte. Camille rentra dans sa chambre universitaire. Elle posa le dossier d'Adrien sur son bureau, puis ouvrit son carnet de croquis. Elle dessina un plan sans titre, un espace public au croisement de 3 quartiers. Une place, des bancs modulaires, des arbres. Rien de spectaculaire. Juste un endroit pensé pour exister sans prétention, mais avec cohérence. Elle savait que la route serait longue, mais désormais, elle n'avançait plus pour combler un manque. Elle avançait pour construire ce qui, un jour, permettrait à d'autres de croire que leur trajectoire pouvait, elle aussi, commencer quelque part. Même dans un petit appartement à la Guillotière, même dans le silence d'un salon où l'on apprend à rêver sans bruit, même dans un rôle qu'on n'a jamais voulu jouer, mais qu'on a su transformer en point de départ. Elle savait désormais que le courage ne criait pas. Il s'écrivait jour après jour, dans les choix silencieux qu'on assume, dans les directions qu'on prend même quand personne ne regarde. Et c'était là, précisément là, que tout avait vraiment commencé.